Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation d'un logiciel d'édition de texte que j'ai créé et que je continue à améliorer actuellement. Cette vidéo a été faite de manière à ce qu'elle puisse être comprise même par quelqu'un qui n'a quasiment aucune notion ni expérience en informatique, donc désolé si certains passages peuvent vous sembler un peu longs. D'ailleurs, pour régler ce problème, je ferai sûrement une vidéo récapitulative des fonctionnalités du logiciel plus tard. Tout d'abord, histoire que vous compreniez bien que ce que je vais vous exposer n'est pas que de la théorie, je vais commencer par vous faire une petite démonstration d'une fonctionnalité de formatage automatique de texte. Et ensuite, notamment pour ceux qui n'ont aucune notion d'informatique, je vais poser quelques bases théoriques qui m'ont guidé lors de la création des fonctionnalités de ce logiciel, et c'est grâce à ces petites bases théoriques que vous serez sûrement en mesure de comprendre ce qu'apportent ces fonctionnalités dont je vais faire la démonstration par la suite. Alors commençons par cette démonstration de cette fonctionnalité de formatage automatique. Voilà deux lignes de texte identiques. Je vais modifier la deuxième ligne à l'aide du clavier visuel de Windows pour bien que vous puissiez voir les commandes que je vais appliquer. Alors par exemple, on peut appliquer un retour à la ligne à cet endroit-là. Alors on voit déjà que rien qu'en faisant ça, on a pas mal de formatage automatique qui a été appliqué, de l'indentation et puis d'autres retours à la ligne. Donc on peut mettre d'autres retours à la ligne bien sûr. Voilà. On peut aussi les retirer évidemment. Et paf, on retombe sur l'état initial quoi. Voilà. Voilà, je commenterai peut-être cette fonctionnalité avec plus de détails plus tard, car maintenant, il est temps de passer à la petite partie théorique. Imaginez que vous voulez créer un objet complexe, par exemple un bateau, une maison, un téléphone, n'importe quoi, du moment qu'il est composé de plusieurs composants qui peuvent être eux-mêmes composés de sous-composants, etc. Imaginez aussi que vous allez préalablement écrire une description de cette composition, cela afin de vous aider à communiquer ce que vous allez faire à d'autres personnes, comme dans ce cas, ou alors simplement à clarifier vos pensées, ou encore, elle va être lue par un ordinateur, qui va par exemple réaliser l'objet que vous avez décrit, ou encore vérifier que votre description n'est pas contradictoire, ou encore que l'objet que vous voulez réaliser n'est pas illégal, que sais-je encore. Maintenant, détaillons un peu notre exemple. Pour cela, imaginons que l'on veuille faire un machin, et que ce machin est composé d'un bidule et d'une chose. Une des manières pour décrire cela est de faire ce schéma sur un logiciel comme Paint, par exemple. Puis, on va continuer la description en détaillant de quoi sont faits bidule et choses, en utilisant le même langage graphique, ce qui va donner quelque chose comme ce schéma. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait cela en utilisant un petit langage assez naturel et intuitif que vous pouvez inférer assez facilement par vous-même, simplement à partir de ce que j'ai dit précédemment. Mais ce qu'on préfère dans le monde réel, lorsque l'on se penche sur des exemples plus concrets d'objets composés, comme un avion, un téléphone, etc., c'est d'utiliser un langage que l'on qualifie de formel, car cela permet d'éviter des ambiguïtés dans l'interprétation de ce que l'on écrit. Mais comment formalise-t-on un langage ? Eh bien, cela consiste à définir des règles de lecture, qui sont aussi des règles d'écriture, pour définir l'ensemble des expressions que l'on peut qualifier de bien formées. Avant de lire une description, on vérifiera donc systématiquement, et de préférence automatiquement, que cette description respecte toutes les règles du langage dans lequel elle est écrite. Reprenons notre exemple de description de machin. Faisons varier un peu la distance entre le chiffre 4 et le chiffre 5, comme cela. Du point de vue de quelqu'un qui lirait notre description sans aucun a priori, si le chiffre 4 est ici, alors c'est qu'il doit être clairement interprété comme le chiffre des unités du nombre 54. Par ailleurs, s'il est ici, toujours pas de problème, les deux chiffres sont interprétés comme des composants à part entière du composant nommé bidule. Mais par contre, si le chiffre 4 est quelque part par là, dans cette zone-là, et bien là, on ne sait pas trop comment interpréter la description. Et d'une personne à l'autre, l'interprétation pourrait ne pas être la même. C'est donc pour régler ce problème que l'on va inscrire dans le langage une règle interdisant qu'un caractère soit positionné dans une certaine zone interdite qu'on peut représenter par ce trait rouge ici, sur ce schéma.
dont la position est relative au chiffre 5. Le trait vert, qui est ici, qui représente le début du chiffre 4, pourra donc alors être avant le trait rouge, comme ceci, ou alors après, mais il ne pourrait pas être quelque part sur le trait rouge, car alors le schéma devra être considéré comme illisible. Autre exemple de règle, on peut aussi vouloir interdire qu'un composant comme ce chiffre 1 soit un composant de deux objets différents en même temps. Et donc on peut vouloir interdire une telle expression. En réalité, bien souvent, on n'utilise pas ce type de langage qui est graphique, car il est assez lourd à utiliser. On utilise plutôt un langage basé sur une représentation textuelle. Mais alors comment passer d'une représentation graphique comme celle-là à une représentation textuelle? Bon, sans plus attendre, je vais vous donner un indice en passant en accéléré une transformation de cette représentation. Vous ne voyez toujours pas le langage textuel adéquat? Allez, un autre indice. Bon allez, je mets fin à ce suspense insoutenable en vous donnant la solution qui est basée sur l'utilisation des parenthèses, ou des accolades, ou des crochets, comme vous voulez quoi. Cependant, comme vous pouvez le voir, cela a malheureusement pas mal perdu en lisibilité, car on ne voit pas aussi bien qu'avant la structure de la composition. Pour remédier à ce manque de clarté, il est d'usage de s'imposer des règles de formatage du texte. Et pour certains systèmes où la sûreté de fonctionnement est très importante, comme un hélicoptère, on va même utiliser un programme qui va vérifier que certaines règles de formatage sont bien appliquées. Alors voilà un exemple classique de formatage. On va mettre les composants de machin, que sont bidule et chose, sur leur propre ligne. Donc bidule à sa ligne, là, chose est sur sa propre ligne, et donc cette parenthèse n'a rien à faire là puisque elle est sur la ligne de chose. Voilà, et ensuite, pour bien mettre en évidence que bidule et chose sont à l'intérieur de machin, on va les indenter, c'est-à-dire soit rajouter 4 espaces blancs, ou soit rajouter une tabulation pour chaque ligne. Voilà. Donc là on vient d'appliquer un formatage des composants de machin, mais on pourrait appliquer le même type de formatage aux composants de bidule et de chose. Bon, dans cet exemple c'est pas très utile puisque ces composants ne prennent que très peu de place, mais on pourrait imaginer que bidule soit plus gros, qui prenne plus de place, comme ceci. À ce moment-là, on appliquera le formatage comme cela. Donc là j'applique directement l'indentation, contrairement à tout à l'heure. Maintenant, reprenons notre description textuelle de notre machin, mais sans formatage, et voyons comment on peut faire un formatage automatique de cette description. Alors, je vais vous donner un aperçu d'un algorithme qui permet de faire ce formatage automatique. Première étape de cet algorithme, je vais tokeniser le texte. C'est-à-dire transformer le texte, qui est une liste de caractères, en une liste de tokens, qu'on voit ici, en faisant des regroupements de caractères. Chaque regroupement va former un token d'un certain type. Et dans la suite de l'algorithme, les tokens du même type vont tous être traités de la même manière. Donc, comme le montre ce schéma, la manière de regrouper les caractères est dictée par une grammaire d'un langage. Dans notre exemple, notre grammaire peut définir trois types de tokens. Donc les tokens de type mot, un mot pouvant être ici un regroupement de caractères qui peuvent être des lettres ou des chiffres. Je vais représenter donc un token de type mot avec un triangle. Ou alors ça peut être des tokens de type parenthèse ouvrante que je vais représenter par un crochet ouvrant. Donc voilà, j'ai choisi de représenter par un crochet et pas par une parenthèse pour bien qu'on voit qu'on est passé du monde des caractères, des listes de caractères, au monde des listes de tokens. Donc on a tokenisé le texte. Et bien sûr, pour les parenthèses fermantes, c'est la même chose que pour les parenthèses ouvrantes, quoi. C'est le même principe pour la tokenisation. Nous venons de voir comment passer du monde des caractères
au monde des tokens en utilisant un tokenizer qui est configuré par la grammaire de notre langage. Et bien maintenant, voyons la prochaine étape qui consiste à transformer cette liste de tokens en un arbre que l'on appelle arbre de syntaxe concrète. Nous allons voir que cette transformation peut se faire automatiquement par ce que l'on appelle un parseur, qui lui aussi est configuré ou généré par une grammaire. Alors voyons comment on peut transformer cette liste de tokens en un arbre. Alors, il faut savoir qu'un arbre est fait de nœuds, et que je vais représenter un nœud par un gros point, comme celui-ci. Et il faut aussi savoir qu'un arbre de syntaxe concrète a toujours au moins un nœud particulier qu'on appelle sa racine. Disons donc que ce nœud-là est la racine de l'arbre. Ensuite, l'application de l'algorithme qui est généré par la grammaire ressemble à cela. De manière générale, l'algorithme va consister à traiter un à un les tokens de cette liste de tokens, en la lisant de gauche à droite. Donc je lis le premier token et il se trouve que c'est un token de type mot, ici représenté par un triangle. Or, la grammaire est telle que lorsque je rencontre un token de ce type, je l'ajoute à la liste des enfants du nœud courant. Or, le nœud courant étant la racine de l'arbre, puisque c'est le seul nœud actuellement, j'ajoute ce nœud en tant qu'enfant de la racine, ajout que je vais représenter comme ça, par un trait marron. Voilà. Alors pour bien se rappeler de quel est le nœud courant, je vais mettre un petit marqueur près du nœud courant. Pour l'instant il n'y a qu'un seul nœud donc c'est pas très utile, mais quand il y en aura plusieurs, ça va devenir utile. Ensuite, le prochain token que je rencontre est un délimiteur ouvrant d'un conteneur. Dans ce cas, c'est assez compliqué puisque simplement en lisant ce token, il va devoir se passer pas mal de choses. Tout d'abord, on doit créer un nœud de type conteneur. Voilà, je crée un nœud type conteneur, je le place ici. Puis, ajouter ce nœud conteneur en tant qu'enfant du nœud courant. Le nœud courant, c'est celui-là. Je le mets là. Et ensuite, il faut faire un changement de nœud courant. Puisque jusqu'à nouvel ordre, le nœud courant doit maintenant être ce nœud de type conteneur qui vient d'être créé. Voilà, c'est celui-là maintenant, le nœud courant. Et enfin, il faut ajouter le token qu'on vient de lire au nœud courant. Donc là, c'était le délimiteur. J'ajoute. Ensuite, on rencontre encore un triangle que l'on ajoute donc en tant qu'enfant du nœud courant. Donc on l'ajoute en tant que contenu du conteneur. Ensuite, on retombe encore sur un délimiteur ouvrant. Donc bon, je recommence tout ce que j'ai fait lorsque j'étais tombé sur celui-là. C'est-à-dire, je crée un nœud, type conteneur, que j'ajoute au nœud courant. Ce nœud type conteneur devient le nœud courant. Et j'ajoute le délimiteur. Voilà. Ensuite, on rencontre des nœuds triangles, donc on les ajoute sans difficulté au nœud courant, comme ceci. Ensuite, on rencontre un token de type délimiteur fermant de ce conteneur. Donc dans ce cas, on ajoute bien sûr ce token en tant qu'enfant du nœud courant. Voilà. Puis, on considère que ce conteneur est terminé. C'est-à-dire que le nouveau nœud courant est le parent de l'ancien nœud courant. Autrement dit, il faut déplacer le marqueur du nœud courant sur le parent de ce nœud-là, c'est-à-dire ce nœud-là. Donc ce nœud-là redevient le nœud courant. Alors à partir d'ici, on peut remarquer qu'on a rencontré tous les types de tokens qui existent dans notre grammaire, à savoir des triangles, des crochets ouvrants, des crochets fermants. Donc d'après les traitements que j'ai décrits précédemment, vous pouvez construire le reste de l'arbre sans plus d'informations sur l'algorithme. Je vais quand même faire le reste de l'arbre en accéléré. Je rencontre un triangle, j'ajoute au nœud courant. Je rencontre un délimiteur, je crée un nœud courant, enfin un nœud conteneur que j'ajoute au nœud courant. Bien le nœud courant. J'ajoute cet délimiteur. Ensuite je rencontre triangle, triangle. Ensuite fermant, donc je l'ajoute. Et le nœud
automatiquement. On va aller vers celui-là. Ensuite je rencontre celui-là. Donc je l'ajoute, pareil. Et le nœud courant redevient celui-là, mais peu importe puisqu'il n'y a plus de token. Et voilà, tous les tokens ont été consommés par l'algorithme. Donc on a fini l'arbre. Je pense que cet exemple d'application d'un algorithme de parsing devrait vous donner une bonne idée de comment on peut obtenir un arbre de syntaxe concrète, et ce automatiquement si on programme cet algorithme sur un ordinateur. Maintenant, observons ce résultat. Il y a des choses importantes à remarquer. Alors déjà, on peut remarquer que si on pivote d'un demi-tour cette figure, comme ceci, et qu'on rajoute un peu de gazon, on peut remarquer qu'on a bien construit un arbre, comme on voulait. On peut aussi remarquer que les tokens qui ont servi à construire l'arbre sont devenus ce qu'on appelle en théorie des graphes les feuilles de cet arbre. Donc autrement dit, on peut créer un algorithme qui va parcourir cet arbre, un peu comme ce petit bonhomme là, de gauche à droite, pour collecter les feuilles, et ensuite, en mettant bout à bout ces feuilles, on va retomber sur le texte initial. On peut aussi remarquer que la quantité d'informations contenues dans tout l'arbre est plus grande que la quantité d'informations de la liste des feuilles qui a servi à construire l'arbre. En effet, en plus de l'information contenue dans les feuilles de l'arbre contient dans ses branches une partie de l'information contenue dans la grammaire qui a servi à faire cet arbre. Et d'ailleurs, c'est pour cela que si on ne connaissait pas la grammaire qui a généré cet arbre, on pourrait quand même avoir l'espoir de retrouver cette grammaire rien qu'en analysant la structure de cet arbre particulier. D'ailleurs, voici une petite digression pour bien voir ce qui distingue la démarche scientifique de la démarche d'un ingénieur. Par exemple, la démarche d'analyser cet arbre pour retrouver la grammaire qui a permis de le créer est une démarche scientifique, car un scientifique analyse des choses concrètes de la nature pour essayer d'en déduire les lois de la nature, qu'on pourrait appeler ici par analogie la grammaire de la nature. Alors ça peut vous paraître étrange que je dise que cet arbre-là soit une chose concrète de la nature, mais d'un certain point de vue, c'est bien le cas. Imaginez que j'enregistre ce fichier, Paint, et que dans 1 million d'années, un archéologue tombe dessus et réussisse à visualiser cet arbre. Eh bien, ce qu'il verrait ne serait-il pas un objet concret de la nature qui caractérisait comment une civilisation bien naturelle pouvait communiquer il y a 1 million d'années? Mais maintenant, si on revient à notre volonté de faire un formatage automatique de texte, eh bien là, ce n'est plus un travail scientifique, car l'ingénieur va supposer qu'il connaît les lois de la nature, en l'occurrence qu'il connaît la grammaire naturelle qui nous permet de communiquer, et ensuite, à partir de cette grammaire, l'ingénieur va construire quelque chose, en l'occurrence on construit une machine à transformer les textes en arbres, une machine qu'on appelle parseur. Cette machine étant en l'occurrence un composant de notre fonction de formatage automatique de texte. Alors maintenant, vous devez sûrement vous demander pourquoi un algorithme de formatage automatique de texte commence par la création de cet arbre de syntaxe concrète. Eh bien la réponse n'est pas très compliquée. L'opération de formatage consiste à ce qu'on appelle dans le jargon informatique à faire de la décoration. Il faut simplement décorer l'arbre avec des éléments de formatage un peu comme on décorerait un sapin de Noël. Mais que peut-on accrocher à l'arbre pour le formater? Eh bien on peut y accrocher des caractères de formatage, c'est-à-dire des caractères de type espace blanc ou encore tabulation, ou bien encore des caractères de type retour à la ligne. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire qu'un retour à la ligne ou même un espace blanc est un caractère, puisque si on revient au temps où l'ordinateur n'existait pas et où on utilisait des machines à écrire, ça n'avait aucun sens de dire qu'un retour à la ligne est un caractère d'imprimerie. À cette époque, on devait plus concevoir un texte comme un objet en 2 dimensions qui est fait d'une liste de lignes, où une ligne est une liste de caractères. Et pourtant, précédemment, je vous ai bien dit qu'un texte était une liste de caractères et pas une liste de lignes. Eh bien c'est parce qu'en fait, il s'avère bien plus pratique en informatique de considérer qu'un texte est un objet en une seule dimension qui peut contenir des caractères retour à la ligne, et c'est simplement la partie rendu graphique du programme d'édition de texte qui va se charger de représenter le texte dans une fenêtre en 2 dimensions. Donc par exemple, si avec le bloc-notes de Windows, j'ouvre un fichier qui contient simplement la liste des caractères A, retour à la ligne B, eh bien le programme en ouvrant ce fichier, il va donc afficher A au tout début, puis il va rencontrer le caractère de retour à la ligne, donc il va augmenter de 1 la position selon l'axe Y,
et il va remettre à 0 la position selon l'axe X. Il va rien afficher. Et ensuite il va rencontrer le caractère B, donc il va l'afficher à cette position-là. Maintenant reprenons notre arbre et voyons plus en détail un exemple d'algorithme de décoration de cet arbre. Cet algorithme consiste à parcourir l'arbre de gauche à droite et en partant de la racine. Et lorsque l'on tombe sur un nœud de conteneur, comme celui-là, ou encore celui-là, eh bien on va appliquer la décoration des délimiteurs de ce conteneur. Pour bien voir cela, je vais faire un zoom sur, disons, ce conteneur-là. Alors on retrouve bien notre nœud de conteneur avec ses délimiteurs et ses nœuds de contenu qui sont représentés par ce nuage. Alors l'algorithme de décoration de ce délimiteur, par exemple, va consister à mettre de côté ce délimiteur, ici, pour pouvoir intercaler un nœud, ici, et ensuite mettre un retour à la ligne, comme ceci. Et un bon algorithme de décoration du délimiteur de droite nous permet d'obtenir cette structure-là. Et bien sûr, le lancement de cet algorithme ne doit pas se faire dans tous les cas. Par exemple, il ne doit pas se faire si le contenu de ce conteneur, donc, représenté par ce nuage, donc si ce contenu ne contient pas de retour à la ligne. S'il n'y a pas de retour à la ligne là-dedans, alors il ne faut pas rajouter de retour à la ligne sur le délimiteur. Et maintenant, voyons comment on peut faire le formatage automatique par indentation. Pour cela, considérons simplement l'un de ces retours à la ligne. Et le formatage par indentation consiste à décorer ce retour à la ligne comme cela. Je le décale pour pouvoir intercoller un nœud de formatage, ici. Je le rajoute à ce nœud. Et j'ajoute une feuille d'indentation qui est en fait constituée de plusieurs espaces blancs. Et le nombre d'espaces blancs qui vont constituer cette indentation va être calculé simplement en suivant cette formule, donc en prenant 4 fois le nombre d'ancêtres de type conteneur au niveau de ce retour à la ligne. Donc par exemple, si on retourne sur notre arbre et que l'on considère ce conteneur qui contient, disons, un retour à la ligne qu'il faut décorer à ce niveau-là. Eh bien, comment connaître le nombre d'ancêtres de type conteneur? Eh bien, on remonte l'arbre. On a donc un conteneur ici. On remonte encore, on obtient un autre conteneur. On remonte encore, et là on tombe sur la racine, qui n'est pas un conteneur, mais au moins on a fini l'algorithme. Donc en tout, on est tombé sur 2 ancêtres de type conteneur. Donc, il va falloir ajouter 8 espaces blancs pour créer notre indentation. Voilà, donc en guise de conclusion, je vais repasser un extrait de la démonstration de la fonctionnalité de formatage automatique de texte de mon logiciel. Et j'espère qu'après cette petite partie théorique, qui finalement n'était pas aussi courte que je l'avais prévu, vous allez voir cet extrait d'un œil nouveau qui va vous permettre de mieux comprendre ce qu'il est possible de faire pour se simplifier la vie grâce à l'informatique.